Leur fille, Marion, avait 28 ans. Ça, c'était à l'occasion d'un mariage d'un de ses cousins. En 2015, après une chute à moto, elle est blessée au genou. Quelques points de suture à l'hôpital, une attelle, et elle rentre à la maison. Mais très vite, elle se plaint de douleurs. Les parents alertent les infirmières qui viennent changer ses pansements. Au début, c'était le genou qui m'avait impressionnée. Et puis 2 jours après, c'est la cheville qui se met à enfler. On nous dit tout va bien, nous on ne voit pas pourquoi il n'y a pas de problème particulier. En 2 semaines, son état se dégrade. Un matin, donc, elle nous dit oui, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai des problèmes respiratoires. Quelques heures plus tard, Marion fait un malaise. Victime d'une embolie pulmonaire, elle meurt brusquement. Elle a fait son malaise le 17 août et elle décède le 21. Pour les parents de Marion, le combat judiciaire commence. Aucun médecin ne reconnaît une erreur. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'hôpital qui n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est le médecin qui aurait dû faire un examen plus approfondi. 7 ans après, un médecin et 2 infirmières sont finalement reconnus responsables. La mort de Marion aurait pu être évitée avec une simple piqûre d'anticoagulant. Faute de diagnostic, chirurgie ratée ou encore traitement non adapté, chaque année on répertorie plusieurs centaines de milliers d'erreurs médicales. Selon cet avocat, les 3/4 des procédures aboutissent à une condamnation, mais les démarches sont particulièrement longues. On doit déjà comprendre le langage médical. On ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on le fasse assisté de médecins, qu'on appelle les médecins de recours, ce qui fait de ces procédures les procédures les plus complexes, les plus longues et malheureusement les plus coûteuses pour les victimes. Aider les victimes à prouver une erreur médicale, c'est la mission que se donne cette association. Il y a eu 2 expertises dans cette affaire. Aujourd'hui, une juriste et un médecin passent en revue des dizaines de dossiers. D'après eux, beaucoup de soignants ont du mal à assumer et à parler de ces erreurs. On a droit à l'erreur, on peut expliquer. Et bien souvent, beaucoup de procédures peuvent être évitées si le médecin, le chirurgien, convoque la famille ou la victime en disant « Je me suis rendu compte en opérant qu'il y avait quelque chose de plus compliqué ». Vous apaisez, vous essayez de donner des explications. Dans les hôpitaux, tout est pourtant fait pour éviter les erreurs. En chirurgie, l'un des services les plus sensibles, les soignants doivent suivre une procédure stricte. Votre date de naissance ? 26 septembre 1942. Identité, antécédents, traitement, une liste de questions précises est posée à chaque étape de l'opération. Un rituel que connaît bien le docteur Amar Kodja. Est-ce qu'il y a des soucis sur le plan anesthésique? Des allergies? Tous les documents sont en salle. Est-ce qu'on peut inciser pour vous? Incision. Bien appliqué, ce protocole permet de réduire de moitié les risques d'erreurs médicales. Il faut que ce soit standardisé pour être sûr de poser toujours les mêmes questions et d'être sûr d'avoir toujours les bons éléments. Le risque, ça fait partie aussi du métier. Il faut en être conscient et puis prendre vraiment toutes les précautions pour minimiser justement ce risque qui est inhérent à la chirurgie et à la médecine. Les patients sont-ils toujours assez informés? Au-delà de l'erreur humaine, chaque opération fait aussi courir un risque de complications. En partie paralysée, victime de tremblements permanents, Hélène est prisonnière d'un corps qui ne répond plus à la suite d'une chirurgie. C'est bon, on y va? Pendant l'opération, elle a été victime d'un AVC, rarissime. Son compagnon, Xavier, a cru la perdre. Moi, je suis content qu'elle se réveille. Après, très content. Mais après, quelle souffrance, quoi. Quand on est dépendant pour tout, et c'est horrible. C'est horrible. Cette opération devait guérir l'ancienne metteuse en scène de ses douleurs chroniques au visage. Elle pensait être bien informée. Face à ses inquiétudes, le chirurgien s'était montré rassurant. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Alors qu'il y avait un risque. Et il me dit, oh, je suis de prendre à Genève. Après, c'est comme les petites lignes du bas, mais voilà, après, il a fait son travail de première quand même. Le médecin n'a jamais été inquiété. Il faut savoir que quand c'est dans moins de 2% des cas, c'est un aléa thérapeutique. Un aléa thérapeutique, autrement dit, la faute à pas de chance.
Si en théorie, Hélène et Xavier bénéficient d'indemnisations prévues par la loi, là aussi les procédures sont longues. 5 ans après l'accident, ils sont toujours dans l'attente de ces compensations. À l'avenir, serons-nous capables de rendre les opérations encore plus sûres? C'est le but que s'est fixé le professeur Éric Vibert. Dans ce laboratoire de l'hôpital Paul Brousse, à l'aide de scanners ou d'IRM, il crée un double en 3D de l'organe qu'il s'apprête à opérer. Ici, un foie. Il peut ainsi répéter les gestes et anticiper au mieux l'intervention. En fait, on fait la chirurgie avant de la faire. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a un objet sur lequel on peut réfléchir à plusieurs, eh bien on est capable tous de prendre des décisions. Autre exemple, ce bloc opératoire dernière génération, équipé de caméras qui filment chaque recoin de la salle. L'objectif, étudier ces images en cas de complications. Même le plus grand chirurgien du monde, ces gestes peuvent être associés à des complications post-opératoires. Ça va permettre de comprendre précisément ce qui s'est passé. Pour l'instant, impossible d'utiliser ces vidéos lors d'une enquête, car cette technologie est encore expérimentale. Coût de l'installation, près de 100 000 € par bloc opératoire.